prochain conférencier, le Dr. Luc Valiquette, alors past president of the Quebec and Canadian Urological Association and the Society Internationale d'Urologie. Dr. Luc Valiquette is a urology surgery specialist at the University of Montreal Hospital Centre, the CHUM as well, and a full professor at the Montreal University Surgery Department. He has been program director for urology training and member of the accreditation committee at the Royal College of Physicians and Surgeons of Canada. Involved in numerous clinical research studies, his areas of focus include prostate cancer, urinary incontinence, erectile dysfunction, electronic medical files, amongst others. Since 1985, the year he began his practice, he has taught surgery and urology at the graduate and postgraduate levels, as well as in continuing medical education. Dr. Valiquette is the author of more than 250 abstracts, paper, and book chapters. He sits on a number of advisory committee, charitable organization, and Canada Health InfoWay. Please welcome Dr. Luc Valiquette. Merci de cette belle présentation. Comme vous avez appris, ça fait des années que je connais Fred et son épouse et mon épouse se rencontrent toutes les semaines pour déjeuner sur la rive sud et ils se plaignent de leur mari, ils disent qu'on travaille trop. C'est un grand plaisir de voir Fred présenter. Fred est un des résidents dont on est très fiers d'avoir formé, mais il était un peu têtu. Et il a fait les choses seul et je pense que son implication au sein de la communauté de recherche a très bien réussi. Il s'est concentré sur le cancer de la prostate. Il est bien connu au Québec, mais il a voyagé partout dans le monde et je peux vous dire que partout où je vais, mes amis dans des pays différents qui travaillent dans le cancer de la prostate, ils connaissent tous très bien Fred. Alors, ma présentation aujourd'hui, ma tâche, c'est de vous parler de la dysfonction érectile et de l'incontinence, pourquoi est-ce qu'on a ça après un traitement et comment traiter. Alors, les traitements et les complications urologiques peuvent entraîner, lorsqu'il y a une prostatectomie radicale, peut-être que vous allez avoir les deux complications les plus fréquentes. Donc la dysfonction érectile et l'incontinence urinaire. Dépendamment des définitions que vous utilisez lorsqu'on évalue le problème, le pourcentage va varier. Si on parle de dysfonction érectile après 1 an, après une prostatectomie radicale, la dysfonction érectile va varier de 30 à 80 dépendamment de la définition. S'ils ne se servent pas s'ils n'ont pas de traitement, s'ils ne prennent pas de Viagra ou de Cialis, ça peut augmenter jusqu'à 80 des patients qui sont atteints. Mais s'ils se servent de traitements oraux, les chiffres vont descendre de 20 à 50 L'incontinence urinaire est aussi très fréquente immédiatement après la chirurgie, mais après 1 an, encore une fois, dépendamment de la définition, on aura entre 10 à 20 des patients qui, occasionnellement, vont porter de la protection s'ils savent qu'ils vont faire du sport ou des activités, mais seulement 3 à 5 des patients ont une incontinence si sévère que ça nécessite un traitement. La radiothérapie, c'est la même chose. C'est non chirurgical, mais la radiothérapie peut aussi causer des ennuis. Et après 5 ans, la radiothérapie causera la même quantité de dysfonction érectile qu'après une prostatectomie radicale. Et l'incontinence, par contre, est très rare après la radiothérapie, mais il peut y avoir des systèmes locaux, des symptômes locaux, parce que lorsqu'on a de la radiothérapie, on va voir ça plus tard, ça n'affecte pas seulement la vessie, ça va aussi affecter les autres organes. On peut avoir une cystite radique, et on peut avoir des problèmes urinaires. C'est pour ça que de plus en plus, la surveillance active est envisagée comme option de traitement, parce que si on ne fait qu'observer, on n'aura pas ces complications. Par contre, il y a le risque de voir le cancer progresser. Donc, si vous êtes dans un programme de surveillance active, vous devez être surveillé de près pour s'assurer qu'il va y avoir une intervention avant que le cancer progresse.
Donc, il faut connaître ces complications avant de choisir un traitement. Et en fait, plusieurs patients, et je vois beaucoup de patients, je ne les vois pas avec des maladies avancées. Lorsqu'ils ont une maladie avancée, c'est Fred, Jean-Baptiste et d'autres collègues qui voient ces patients. Mais au stade précoce, et je vois beaucoup de patients qui viennent me voir pour avoir une opinion médicale, très souvent, ils choisissent leur traitement non seulement en fonction des chances de guérison, mais ils regardent aussi les complications potentielles. Et souvent, c'est un facteur très important qui les pousse à choisir la surveillance active ou une prostatectomie ou la radiothérapie. On doit aussi savoir que même si on a des complications, il y a des traitements. Et je vais me concentrer sur les traitements de ces complications aujourd'hui. J'ai mentionné la prostatectomie radicale, la dysfonction érectile et l'incontinence urinaire. Ça peut arriver, peu importe la technique utilisée. Parce que comme Fred a dit, c'est la même intervention, qu'on le fasse par robot, par laparoscopie ou par chirurgie ouverte, on retire la prostate. Et lorsqu'on opère sur la prostate, on peut nuire aux vaisseaux, aux nerfs et parfois aux muscles qui sont dans la région de la prostate. Et après la chirurgie, les complications vont survenir rapidement. C'est immédiatement après la chirurgie et habituellement, surtout s'il y a une neuroplaxie, si pendant la chirurgie, les nerfs ont été stressés ou ça peut prendre jusqu'à 12 mois à récupérer. Et il y a des études qui démontrent que même de 3 à 4 ans après la chirurgie, on peut récupérer la fonction érectile et récupérer le contrôle de l'urine. Mais dans la majorité des cas, les patients, si ils vont récupérer leur fonction érectile ou le contrôle de leur incontinence, ça va survenir en dedans d'un an. Fred vous a parlé de la prostate. Et lorsqu'on fait une chirurgie, ce qu'on fait en fait, c'est qu'on enlève la prostate et certains vaisseaux. Et ce qui arrive lorsqu'on enlève la prostate, c'est qu'on peut blesser les nerfs et les vaisseaux qui sont autour de la prostate. Et on peut également endommager les muscles. C'est pour ça qu'après la chirurgie, vous pouvez avoir ces problèmes. Après la radiothérapie, vous avez aussi des complications. Mais encore une fois, avec la radiothérapie, on peut avoir des dommages vasculaires. Ils ne vont pas survenir tout de suite après le traitement. Les symptômes vont apparaître plus tard. Tout de suite après la radiothérapie, souvent, les patients sont fatigués, ils ont ce genre de symptômes. Mais l'effet sur la fonction érectile ou les problèmes avec la vessie vont survenir au fil du temps. Parce que vous ayez un traitement local, la curithérapie, ou que vous ayez de la radiothérapie externe, il y a un traitement sur la prostate, mais la radiation, progressivement, va avoir un effet sur les autres organes. Nos collègues, les radiothérapeutes, se sont bien améliorés au cours des 20 dernières années. Ils ont diminué les effets néfastes en ayant une radiothérapie plus ciblée de la prostate. Est-ce qu'on peut prévenir la dysfonction érectile et l'incontinence urinaire? Mais avec la chirurgie, le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est de choisir un chirurgien qui a beaucoup d'expérience. Et de plus en plus, et on a vu ça au cours des 10 dernières années avec les nouvelles techniques, surtout avec les robots, ça prend un chirurgien qui a eu un fellowship. Donc, ce n'est pas une garantie que vous n'aurez aucune complication. Mais si vous avez un chirurgien qui a plus d'expérience ou si vous avez un jeune chirurgien qui a un fellowship spécialisé pour ce type de technique, vous pourriez avoir moins de problèmes. Si vous choisissez la radiothérapie, mais avec la radiothérapie, le traitement sera plus ciblé, plus focalisé. Alors, on a parlé du CyberKnife, mais avec les nouveaux traitements en radiothérapie, plus le traitement est focalisé sur la prostate, moins vous aurez de problèmes. Et je me souviens, il y a 25-30 ans, les complications suite à une radiothérapie étaient très élevées. Mais ça s'est beaucoup amélioré au cours des 15-20 dernières années. Après le traitement du cancer, les premiers mois, les patients se focusent sur la guérison. Ils s'inquiètent de leur PSA
et ils vont s'en inquiéter pendant des années. Mais même s'ils ont des effets négatifs suite au traitement, ils se concentrent vraiment sur la guérison et ils sont prêts à avoir d'autres genres de traitements. Mais avec le temps, de plus en plus, le patient, maintenant qu'il sait que la maladie a été traitée et que c'est stable, il s'habitue à faire des tests de PSA et même si ça augmente un petit peu, ils vont accepter la maladie, ils sont habitués, ils savent qu'il y a d'autres façons de traiter. S'il y a une récurrence, ils vont se concentrer de plus en plus sur la qualité de vie. Et ils vont chercher des traitements de la fonction érectile et des traitements pour l'incontinence. Et surtout 1 an après la chirurgie ou la radiothérapie, je vois beaucoup de patients avec ce genre de problème. Et je vois beaucoup de patients qui viennent me voir pour un test de PSA ou qui ont des questions concernant le cancer de la prostate. Moi, je ne fais plus de traitements locaux pour le cancer de la prostate. Ils sont référés à mes jeunes collègues qui font de la chirurgie robotique ou de la chirurgie ouverte. Mais moi, je traite beaucoup de patients lorsqu'ils ont des complications. Si vous voulez comprendre des traitements de la dysfonction érectile, vous devez savoir comment ça fonctionne. Si vous voulez corriger la dysfonction érectile, vous devez savoir comment ça fonctionne. Donc, l'érection, ça résulte d'un engorgement sanguin dans le pénis. Donc, il y a la relaxation des muscles dans le pénis et il y a un engorgement de sang dans le pénis. Lorsqu'il y a cet engorgement, c'est un phénomène qui est assez complexe. C'est vasculaire, c'est neurologique et ça survient également dans un climat hormonal et dans un contexte psychologique. Donc, après une prostatectomie, il y a souvent une atteinte neurologique et ou vasculaire, et il y a aussi un contexte psychologique. Et le patient va attendre et espérer que les nerfs vont récupérer et ils vont s'habituer à leur maladie. Mais il y en a certains qui, après 2-3 mois, ils veulent traiter leur dysfonction érectile, mais la plupart des gens attendent plus longtemps. Il y a beaucoup de traitements disponibles, y compris la sexothérapie, des médications orales, des injections intra-urétrales, des pompes. Il peut y avoir des érections pharmacologiques et on peut se servir de prothèses péniennes pour améliorer l'érection. Donc, le contexte psychologique, ce qui se passe dans le cerveau, vous avez un patient, le patient n'a pas nécessairement... C'est pas juste à cause d'une prostatectomie qu'ils vont avoir des problèmes d'érection. Il y a des patients très jeunes qui ont des problèmes érectiles parce que le cerveau a un impact très important sur l'érection. Donc, d'avoir le cancer et des inquiétudes qui suivent peut avoir un impact très important sur l'érection. Donc, vous devez toujours prendre en considération le contexte psychologique et sexuel de la dysfonction érectile et une évaluation en sexothérapie est suggérée. La deuxième ligne de traitement, c'est les pilules. Nous savons que depuis 1997, le Viagra est disponible et maintenant, nous avons d'autres produits, Cialis, Levitra, Stadex. Et ces médicaments sont des médicaments qui sont utiles pour relaxer les muscles dans le pénis. Et si vous vous servez de ces médicaments, vous allez améliorer votre érection. Mais il y a de la controverse lorsqu'il est question d'utiliser ces médicaments tout de suite après la chirurgie pour améliorer l'érection. La question n'est pas compliquée. Il y a certaines études qui suggèrent que si on prend ces médicaments régulièrement, immédiatement après la chirurgie, qu'on pourrait améliorer l'érection après 1 an. Mais il y a d'autres études qui ont démontré qu'on se sorte de ces médicaments ou non, le nombre de patients qui vont avoir une érection après 1 an, mais il n'y a aucune différence. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que si vous prenez ces médicaments ou si vous vous servez d'injections, vous allez le savoir plus tôt si les érections seront de retour. Et on voit beaucoup de patients qui veulent récupérer leur érection tout de suite après la chirurgie et habituellement, on essaie des médicaments et si ça ne fonctionne pas, on peut passer à d'autres traitements comme les injections dans le pénis pour aider à obtenir une érection plus tôt. Les androgènes, le testostérone, la majorité des hommes ont des hormones normales et parfois,
ça peut être une cause, mais dans la présence d'un cancer de la prostate, on s'inquiète beaucoup. On ne veut pas utiliser les androgènes parce que, comme Fred vous a montré, on essaie de castrer le patient autant que possible pour traiter le cancer de la prostate. L'idée, c'est que si vous n'avez aucun cancer et que votre testostérone est peu élevé, vous devriez pouvoir prendre du testostérone parce que si vous n'avez pas de cellules cancéreuses, vous n'allez pas stimuler le cancer. Mais la chose, c'est que vous n'êtes pas certain que vous n'avez pas de cancer jusqu'à temps que vous avez été suivi pendant une longue période de temps. Donc, la plupart du temps, on essaie de ne pas se servir d'androgènes après un traitement pour le cancer de la prostate. Et si on s'en sert, s'il y a une indication, si le testostérone est très peu élevé, habituellement, on attend au moins de 6 à 12 mois avant de s'en servir. D'autres options, une des options, c'est l'injection de Muse. Il y a un applicateur spécial qu'on met au bout du pénis. C'est comme un morceau de riz, c'est très petit. On met ça au haut du pénis et en frottant ce petit grain, ça va provoquer l'absorption dans la paroi urétrale et en dedans de 10 à 15 minutes, le patient peut avoir une érection. Ce n'est pas plus puissant que les pilules qu'on prend par voie orale. Donc, on garde habituellement ce traitement lorsque les inhibiteurs PDE5 ne fonctionnent pas. En premier, on recommande le Cialis ou le Viagra. Pour les patients qui ont des maladies cardiaques, on essaie d'éviter le Viagra et le Cialis et le Levitra, et on se servira plutôt de cette solution. Si les médicaments ne fonctionnent pas ou le Muse n'a pas fonctionné, on peut avoir des injections. On peut enseigner au patient ou à son partenaire comment donner une piqûre directement dans le milieu du pénis. Alors, c'est un produit, la plupart du temps, je dis aux patients que c'est comme un Viagra concentré qu'on injecte directement dans le pénis. Et je blague et je dis que Dieu a créé les hommes, a bien créé les hommes, parce que le bout du pénis est très sensible, mais c'est pas là où on met l'aiguille. On met l'aiguille à la base du pénis. Et à la base du pénis, c'est une partie du corps qui est le moins sensible. Donc, souvent, on injecte le patient et ils ne sentent absolument rien. Ils ne sentent rien. Donc, ils apprennent à se faire des injections eux-mêmes. Ils vont obtenir une érection en dedans de 10 à 15 minutes. Et habituellement, on ajuste la dose afin qu'ils puissent avoir une bonne érection. Ça fonctionne assez bien. Le taux de succès est assez élevé. Mais par contre, au fil du temps, pour une raison ou pour une autre, des fois, c'est à cause de l'âge, il y a un taux d'abandon élevé avec ce genre de traitement. Pas à cause que c'est douloureux. Les patients apprennent comment le faire, mais après 1 an, environ 50 des patients abandonnent ce traitement. Un autre traitement qu'on recommande, c'est la pompe à vide avec un anneau de constriction. Et de la façon que ça fonctionne, c'est que le patient va mettre son pénis dans le cylindre et ensuite il va activer la pompe et on peut avoir une pompe qui se vendrait à des milliers de dollars avec des batteries électriques et toutes sortes de choses. Mais le principe, c'est mécanique ou électrique et ça crée un vacuum, ça crée de la succion et ça augmente la grosseur du pénis. Et le patient, ensuite, met un anneau à la base du pénis. Encore une fois, il y a des études qui ont été publiées qui disent que si on se sert de cette pompe, après un traitement radical, on peut améliorer l'érection au fil du temps. Mais encore une fois, il y a d'autres études qui disent que même si on se sert de ceci, le taux de patients qui vont récupérer leur érection 1 an après le traitement n'est pas différent du tout. Par contre, si on ne s'en sert pas, vous n'aurez pas d'érection. Mais si on se sert de ce traitement, vous allez voir l'érection et vous pourrez vous servir de votre érection. Certains patients se plaignent que c'est un peu comme si on mettait un élastique sur le doigt. Après quelques minutes, le doigt commence à avoir froid. C'est la même chose pour le pénis. Et l'autre problème, c'est que c'est un peu serré à la base du pénis. Et il peut y avoir un effet de penture à la base. Et il y a certains patients qui se plaignent de ça. Mais, encore une fois, c'est un traitement qui fonctionne. Et si ces traitements ne fonctionnent pas, la prochaine étape, et c'est les patients qui nous disent quand ils sont prêts à arrêter un traitement pour passer au suivant.
on peut faire une opération et on peut remplacer le sang dans le pénis avec une prothèse semi-rigide à l'intérieur. Il y en a deux types de prothèses. Il y en a qui sont semi-rigides. Elles sont toujours plus longues, mais on peut les plier. Donc, si vous mettez vos pantalons, vous pouvez cacher votre pénis de côté, ou il y a des modèles avec des... Alors, une prothèse gonflable, c'est un peu plus cher, c'est un peu plus compliqué à installer, mais on se sert de prothèses comme ça auprès des patients si... Et encore une fois, ça dépend du style de vie du patient. J'ai plus de demandes pour ce genre de traitement auprès des jeunes patients, mais j'ai des patients qui ont 70 ans et des fois 80 ans qui veulent avoir ce genre de traitement. Donc, ces patients, bon, le choix du traitement pour la dysfonction érectile, on passe toujours du plus simple au plus compliqué. De procéder avec un traitement, ça dépend de l'âge et de l'état de santé général du patient. Il y a plusieurs patients qui arrêtent après les traitements oraux. Ils vont essayer les traitements oraux. Si ça fonctionne, ça fonctionne. Si ça ne fonctionne pas, bon, bien, ils arrêtent. Après le programme ou après la pompe, environ 50 des patients vont abandonner ces traitements après un an. Et au plus, 1 à 2 des patients sont d'accord avec l'implantation de prothèses péniennes, mais c'est un traitement qui est disponible. Maintenant, on va regarder les traitements d'incontinence urinaire. Donc, quel est le rôle de la vessie? La vessie est un réservoir qui permet normalement d'accommoder une grande quantité d'urine avant que le besoin survienne. Et la sortie de la vessie est sous le contrôle d'un sphincter volontaire qu'on peut contrôler. Et lorsque vous allez à la toilette, si vous êtes normal, la première chose que vous allez faire lorsque vous allez à la toilette, c'est que vous relaxez votre sphincter pour vider la vessie. Mais si vous n'avez plus le contrôle de ce sphincter, vous pouvez perdre le contrôle de votre urine. Donc, après une prostatectomie radicale, il y a souvent une atteinte musculaire ou neurologique. On voit ça souvent 1 mois après la chirurgie, mais après 1 an. Vous savez, c'est rare qu'on voit des gars qui portent des pads normalement. Mais après une prostatectomie radicale, il y a 10 à 15 des patients qui vont porter un pad. Ils le savent eux-mêmes. S'ils font beaucoup d'exercices, peut-être qu'ils vont porter un petit pad parfois. Et pour bien des patients, c'est correct, mais il y a de 3 à 5 des patients qui ont des grosses frites et ils veulent avoir un traitement définitif pour ça. Donc, pourquoi est-ce que ça survient? Bon, bien, la prostate, comme on a mentionné, est entre la vessie et le sphincter. Donc, lorsqu'on fait une chirurgie dans cette région, on peut potentiellement endommager le sphincter. On a la vessie va agir contre le sphincter. Si le sphincter est bon, pas de problème. Si le sphincter est affaibli, il va y avoir plus de pression ici. On doit se souvenir que parfois, le problème n'est pas le sphincter. Parfois, la vessie peut causer des ennuis. Et beaucoup de patients, comme j'ai mentionné avec la radiothérapie, il y a beaucoup de patients qui ont des problèmes urinaires. Ce n'est pas à cause que leur sphincter est affaibli, c'est dû à l'effet de la radiothérapie. Il peut y avoir de l'hyperactivité de la vessie. Donc, les traitements pour cette incontinence, bien, on peut se servir de médicaments oraux lorsque la vessie est le problème. Il y a beaucoup de traitements différents. Vous en avez peut-être entendu parler. Le dystropane, Détrol, Vesicaire, Tovias, Trozec, Enablex, Myrbetriq, ils sont tous des traitements médicaux pour aider à diminuer l'activité de la vessie. Ensuite, si on se concentre au-dessous de la vessie, on peut faire des exercices Kegel. Les exercices Kegel, c'est les exercices qui sont recommandés après une grossesse. Une fois que les femmes ont accouché, si le sphincter est affaibli, on leur enseigne à faire des exercices Kegel. Ces exercices peuvent être faits par le patient. On peut embaucher un entraîneur pour améliorer la qualité des exercices. Et ça, on appelle ça une rééducation périnéale. Initialement, il y a des études qui ont démontré qu'avec la rééducation périnéale, on va améliorer le contrôle de l'urine 1 an après la chirurgie. Il y a bien des études qui ont été faites et en fait, qu'on fasse de la rééducation périnéale ou non, après 1 an,
vous aurez plus de contrôle sur votre vessie. Par contre, les patients qui font de la rééducation périnéale, ceux qui vont récupérer plus rapidement s'ils font ces exercices. Mais 3 à 5 des patients qui, à 1 an, ça va être la même chose. Et ensuite, pour ces patients, on va leur offrir d'autres traitements comme les bandelettes sous-urétrales, des ballons périurétraux, il y a le sphincter artificiel et ensuite, il y a des moyens palliatifs dont on peut servir. Donc, lorsqu'on parle de bandelettes sous-urétrales, en fait, ce que l'on fait, c'est qu'après la chirurgie, on place sous... Mais j'allais dire que non, c'est pas un bon dessin parce que la prostate est encore là, mais devrait être disparue. Mais on ne fait pas seulement ça pour des gens qui ont une prostatectomie. Mais lorsque je présente à des patients de cancer, je devrais enlever cette prostate de l'image. Mais ce qu'on fait, c'est qu'on place la bandelette sous-urétrale, sous l'urètre, et on se sert de ces bandelettes. Ça fait de 15 à 20 ans qu'on s'en sert. Et j'hésite un peu à me servir de ces bandelettes parce que... Et j'installe des sphincters artificiels. Je peux dire aux patients comment ils vont se sentir demain. Je peux prédire comment ça va fonctionner, combien de patients. Je peux vous dire à l'avance avec quel patient ça va échouer, mais je sais que pour la majorité des patients, comment ça va fonctionner avec un sphincter artificiel. Avec les bandelettes, il y a des améliorations de l'incontinence, mais les taux étaient environ de 30 à 50 de guérison. Et 30 à 40 chez 30 à 40 il y avait une amélioration et ce n'était pas assez pour moi. Donc, je n'ai pas installé beaucoup de bandelettes. C'était à la demande du patient lorsque je le faisais. Parce que moi, je préfère de loin me servir de sphincter artificiel pour donner une meilleure continence aux patients. Il y a aussi des ballons qu'on peut installer pour créer une obstruction sous la vessie. C'est comme si ça créait une petite prostate. Il y a 2 lobes qui recréent la prostate pour faire de la compression. Mais le problème, c'est que d'essayer d'aller placer le ballon face à face, l'un envers l'autre, c'est très difficile de les placer comme il faut. Et le taux de guérison pour l'incontinence avec cet appareil, c'est entre 30 à 50 des patients. Au cours des 3 dernières années, il y a eu une nouvelle bandelette qui est sortie. Et la nouvelle bandelette, c'est la même chose que l'autre, c'est une bandelette, mais il y a un ballon qui est affixé sur la bandelette avec un petit tube où on peut palper sous la peau, à côté de la testicule. Et ce qu'on fait, c'est qu'on met la bandelette et on gonfle le ballon. Et si le patient vient nous voir après l'opération puis qu'il y a encore des fuites d'urine, on peut réinjecter du liquide et on peut améliorer l'efficacité de la bandelette. Et avec ce traitement, maintenant, je crois fortement qu'on a vu pour la première fois au cours des 2-3 dernières années une amélioration de la bandelette. Et avec cette technique, on peut améliorer l'incontinence et proposer un traitement qui va guérir les gens dans 80 des cas. Le sphincter urinaire artificiel, en fait, c'est un système mécanique qu'on installe près de l'urètre. C'est comme un petit élastique qu'on met autour de l'urètre. C'est connecté à une valve et avec un ballon qui génère de la pression dans le ventre. Et ce que ça fait, c'est qu'elle obstrue l'urètre. Et lorsque le patient veut uriner, il n'a qu'à palper la pompe et ça va ouvrir le mécanisme, le manchon, et il pourra uriner. Mais on doit avoir un patient qui est motivé, qui comprend comment ça fonctionne, il doit avoir une bonne dextérité manuelle et il doit être intelligent. Un des problèmes que j'ai vu avec ce genre de traitement, c'est que c'est fantastique pendant 15 à 20 ans, mais si un patient commence à souffrir de démence parce qu'il vieillit, ça peut devenir un peu plus compliqué. Et au début, j'installais ces sphincters pour des hommes de 50 à 80 ans, mais au fil du temps, j'ai arrêté de les installer chez les patients qui avaient plus de 75 ans parce que les chances qu'ils deviennent confus en vieillissant, s'ils ne sont pas capables de manipuler le sphincter, ils ne pourront pas uriner. Donc, je préfère maintenant me servir
d'un choker. Alors, c'est la bandelette qu'on met là. J'ai dit, il y en a un qui étouffe, puis l'autre, c'est comme un élastique. C'est comme ça que ça fonctionne. Le patient comprend très bien ça. Ça fonctionne assez bien. On ne promet pas que les patients vont être tout à fait à sec, mais on leur dit qu'ils vont se servir de moins de pads ou de protection. Ils disent ça à mes patients. Et c'est ce qu'on voit. Parfois, au fil du temps, parce qu'il y a de la pression autour de l'urètre, parfois, l'efficacité du sphincter va diminuer. Et je dis aux patients, si il y a plus de fuite après 5, 10, 15 ans, revenez me voir. Et ce qu'on fait, c'est qu'on augmente le fluide ou on change le manchon et le patient contrôlera sa vessie. Et finalement, si ces traitements ne sont pas indiqués ou si le patient n'est pas un bon candidat, il y a d'autres façons de contrôler l'urine. Il y a des pinces péniennes dont on peut servir. Alors, ce sont des pinces qui peuvent aider le patient à contrôler ses fuites d'urine pendant le jour. Il y a certains patients qui vont porter des étuis péniens. C'est comme un condom. Servez-vous-en pas pour prévenir la grossesse parce que ça ne fonctionnera pas, mais c'est un peu comme un condom. C'est sur le pénis, mais il y a un trou au bout et ça se vide dans un sac. Les couches, également, au cours des 30 dernières années, j'ai vu un changement dans les couches. La qualité des couches s'est beaucoup améliorée. Vous savez, maintenant, ils peuvent contenir beaucoup de fluide, beaucoup plus que dans le passé. Ça coûte cher, c'est un problème. Il y a des culottes d'incontinence qu'on peut réutiliser. Et s'il n'y a rien qui fonctionne, on peut mettre une sonde. C'est vraiment la dernière solution possible. En conclusion, les traitements du cancer de la prostate peuvent avoir des conséquences sur le système génito-urinaire. Les patients doivent en être informés lors du choix du traitement, mais avant qu'ils choisissent un traitement. Ils doivent savoir qu'il y a des stratégies pour prévenir ces complications et ils doivent aussi savoir qu'il existe des traitements efficaces si les complications surviennent. C'est tout.